Bonjour, je suis Guillaume Royer, médiateur scientifique au Palais Découverte, et je vais vous présenter aujourd'hui un objet iconique des mathématiques, le triangle de Pascal. Il y a différentes manières d'introduire cet objet. J'ai choisi de le faire à travers une expérience historique qui s'appelle la planche de Galton. La planche de Galton est une vulgaire planche à clous sur laquelle on fait tomber des billes. La bille arrive par un entonnoir, ici, et tombe sur le premier clou. Elle va aller soit à gauche, soit à droite. Par exemple, elle va à gauche. Elle va donc ensuite tomber sur un autre clou, puis d'étage en étage, va finir par descendre la planche en parcourant les intervalles entre les clous. Il y a différentes questions mathématiques à se poser sur cette planche. Nous allons regarder une très précise qui est le nombre d'itinéraires qui permettent d'arriver à chaque intervalle entre les clous. Il n'y a qu'une seule manière d'arriver sur le premier clou. Pour arriver dans cet intervalle, il faut taper à gauche du premier clou. Pour arriver ici, il faut taper à droite. Assez clairement, il y a donc un seul chemin qui permet d'arriver dans chacune de ces zones de la planche. Ici, il faut avoir tapé à gauche sur le premier clou et tapé à gauche également la deuxième fois. Donc, encore une fois, un seul chemin possible. Assez généralement, pour tous les intervalles à l'extrême gauche ou à l'extrême droite de la planche, il faudra avoir tapé systématiquement à gauche pour les atteindre ou systématiquement à droite. Il est donc assez simple de remplir les débuts et fins de ligne en mettant des 1 à chaque fois. Pour l'intervalle qui est ici, au milieu de la première ligne, il y a deux solutions. Soit on tape à gauche la première fois et à droite la deuxième, soit on tape à droite la première fois et à gauche la deuxième. Pour ce qui est de la zone ici, soit vous tapez à gauche, puis à gauche, puis à droite, mais vous pouvez aussi taper à gauche, puis à droite, puis à gauche, ou taper à droite, puis à gauche, puis à gauche. Il y a donc trois chemins dans cette zone, et de manière assez rapide, trois également dans la zone qui est ici, qui sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie de la planche. Je sais ce que vous vous dites. Si on doit à chaque fois compter un par un les nombres de chemins qui permettent d'arriver dans chaque zone, on en a pour un moment. Mais on a aussi le droit de réfléchir et d'essayer de comprendre quelle est la logique derrière ces nombres de chemins. Par exemple, cet intervalle-là ne peut être atteint qu'en tombant sur ce clou-là sur la droite ou en tombant sur ce clou-là vers la gauche. Pour arriver ici, il faut donc avoir emprunté un chemin qui mène ici, puis avoir tapé à droite, ou un chemin qui mène ici, puis taper à gauche. Le nombre de chemins qui permettent d'arriver dans cet intervalle-là est donc assez clairement la somme des chemins à gauche et à droite, c'est-à-dire 6. Une fois qu'on a compris cette logique, on sait que pour chaque intervalle, le nombre de chemins s'obtient en ajoutant le nombre en haut à gauche et le nombre en haut à droite. Et on remplit assez rapidement l'ensemble de la planche. Vous avez reconnu, j'espère. On retrouve effectivement notre triangle de Pascal initial. On peut le résumer de la manière suivante. Chaque ligne commence et finit par un 1. Chaque ligne a un terme de plus que la ligne du dessus. Et chaque nombre à l'intérieur s'obtient en faisant la somme du nombre qui est au-dessus à gauche et au-dessus à droite. Je vais maintenant vous parler d'un autre objet mathématique qui n'a presque rien à voir avec celui-ci. Il s'agit du triangle ou tapis de Sierpinski que vous pouvez obtenir de manière très simple. Pour construire un tapis de Sierpinski, il vous faut un triangle, ici en rose sur fond bleu, éventuellement équilatéral parce que c'est plus joli, mais ce n'est pas indispensable. Ensuite, vous prenez le milieu de chacun des côtés, vous les reliez entre eux, et vous obtenez un triangle. Enfin, vous obtenez 4 triangles. Un en haut, un à gauche, un à droite et un au milieu. Celui au milieu qui est tourné différemment des autres. Donc on peut le considérer comme particulier, on l'enlève, et ça nous donne la première étape de construction du tapis de Sierpinski. L'idée, c'est ensuite de faire la même chose à une échelle plus petite, c'est-à-dire dans les trois triangles qui restent entiers, vous faites la même construction en prenant le milieu des côtés, en les reliant entre eux et en enlevant le triangle central. Fin de la deuxième étape. Vous continuez encore avec les 9 triangles roses qui restent entiers et vous obtenez la troisième étape. Et ainsi de suite, la quatrième, et voici la cinquième.
Il y aurait plein de choses à dire sur ce triangle de Sierpinski, et notamment le fait que si vous continuez la construction à l'infini, il s'agit d'un motif fractal. Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos triangles. Quel peut bien être le rapport entre le triangle de Pascal, dont vous voyez les premières lignes ici à gauche, et le triangle de Sierpinski, dont vous voyez la deuxième étape de construction ici à droite? Pas grand-chose a priori, à part que ce sont deux triangles. Mais si vous superposez les deux structures, vous vous rendez compte de quelque chose d'assez étonnant. Les nombres pairs se retrouvent exactement placés au niveau des triangles bleus, ceux que nous enlevons à chaque étape, et les nombres impairs se retrouvent exactement situés dans les triangles roses. Étonnant, non? Et surtout, pas anecdotique, c'est-à-dire pas seulement vrai pour les premières lignes et les premières étapes de construction. Voici les 21 premières lignes du triangle de Pascal. Que va-t-il se passer, à votre avis, si nous plaçons des pastilles rouges exactement à l'endroit où se situent les nombres pairs de ce triangle? Vous l'aviez deviné, nous allons obtenir une des étapes de construction du tapis de Sierpinski. Ou plus précisément, le haut de cette étape de construction, puisqu'il manque une partie du triangle central. Trouver une structure commune dans deux objets qui semblent ne pas avoir grand-chose en commun est un des plus grands plaisirs des mathématiciens et une des plus grandes motivations. Concernant le triangle de Pascal, on aurait pu aussi montrer qu'il avait une structure fortement liée à la courbe de Gauss, ou courbe en cloche, ou à ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Et on aurait pu ainsi lier l'arithmétique, la géométrie, les probabilités et l'algèbre. Voilà pourquoi je considère que le triangle de Pascal est iconique des mathématiques.